Bonjour Thierry, bienvenue. Vous êtes le... Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Donc, bienvenue dans cette conférence en ligne sur la multipotentialité. J'attends encore quelques inscrits. Il y a beaucoup de monde en replay plus qu'en live, malheureusement pour moi. Donc, ce sera moins interactif que parfois. Mais j'ai quand même quelques personnes qui sont là ce matin, donc on va patienter quelques instants. Bien, nous allons donc démarrer cette conférence qui s'appelle Multipotentialité et entrepreneuriat, comment connaître le succès. Et donc, merci à vous qui êtes en live et puis aussi beaucoup à vous qui êtes en replay. Puis il y a beaucoup de monde en replay pour cette édition. Donc, je suis avec Aurore et Thierry et puis probablement d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. J'ai eu un changement d'horaire ce matin, donc ça peut un peu bousculer les agendas. Écoutez, je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre un peu les slides de cette conférence. Et en même temps, je vais regarder le chat. Voilà. Et les participants. Voilà. On a tout. Hop. Tac. C'est parti. Bien. Alors, tout d'abord, merci en live et en replay pour cette quatrième édition. Donc, pour information, tout ce qui va être photo, enregistrement, vidéo, audio, tout ça, je préfère éviter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat en live là, pour actuellement les quelques participants et j'y répondrai. Donc, on est ensemble pendant une petite heure et demie jusqu'à 11h30. Donc, je m'appelle Frédéric, j'aurai 43 ans demain. Papa de 2 enfants, ça c'est sur le civil. Je suis consultant, formateur, conférencier, auteur, coach. Je suis également énergéticien, chercheur, entrepreneur en série, etc. Donc, je suis ce qu'on appelle un multipotentialiste. Ça tombe bien, c'est le sujet de la conférence. Alors, j'ai découvert la multipotentialité il y a 2 ans avec le TEDx d'Émilie qui a eu beaucoup de succès. En fait, ce TEDx date de 2015, je crois, où elle explique en fait pourquoi certains d'entre nous n'ont pas de vocation. Et pour moi, ça a été le déclic. Et quelques temps après, pas longtemps après, quand j'ai réalisé à quel point ça faisait partie de ma singularité et que j'ai fait des recherches et que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur les entrepreneurs multipotentiels, j'ai décidé d'engager pour la première fois l'écriture d'un livre sur le lien entre la multipotentialité et l'entrepreneuriat. Donc, j'animerai d'ailleurs un talk format TEDx justement à la Fabrique du Changement au mois de mai. Ce sera en ligne, ça devait être en présentiel, ce sera en ligne tout cet événement. Donc, Fabrique du Changement qui a lieu, gros événement qui a lieu dans différentes villes de France et ailleurs. Et je tiens à remercier déjà les 35 multipotentialistes qui se sont prêtés à l'exercice de l'interview pour mon ouvrage. Chacun a contribué à m'éclairer et puis à encore mieux cerner ma singularité, ce qui nous met en lien et à trouver de nombreuses clés de succès aussi grâce à eux. Donc l'ouvrage en fait que je suis en train d'écrire, il est aux 3/4 réalisé. L'objectif, c'est qu'il soit publié l'été prochain. Et en 3 parties. Une première partie qui est un premier chapitre là, qui fait à peu près 150 pages aujourd'hui sur le succès en général et en particulier pour les multipotentiels versus les spécialistes. Donc, j'ai fait une synthèse en fait de best-sellers sur le succès qui eux-mêmes sont des synthèses de centaines, de milliers de parcours d'entrepreneurs. Alors, beaucoup d'entrepreneurs américains.
Et fort de cette synthèse, j'en ai déduit une vingtaine de clés de succès que je développe une à une. Ensuite, il y a un deuxième chapitre qui est composé de 40 interviews d'entrepreneurs ou d'intrapreneurs multipotentiels. Et donc, on est sur des témoignages de vie personnels, professionnels, qui nous éclairent sur les caractéristiques de la multipotentialité. Puis ça fait à peu près la même taille que le premier chapitre. Et puis il y aura une troisième partie que je suis en train de démarrer, que sont les outils et les méthodes, forts de tous ces enseignements des deux premiers chapitres. Quels sont les outils et méthodes qu'on peut utiliser pour connaître le succès quand on est un entrepreneur ou une entrepreneuse multipotentielle. Donc, ça fait un beau bébé de 350 pages à peu près. Je vais aller à la rencontre des éditeurs ces prochaines semaines. Voilà l'actualité du livre. Et puis, j'ai la joie d'avoir Marine qui est à mes côtés en tant qu'illustratrice, qui fait un travail magnifique pour illustrer le livre. Et il y a même un projet de jeu de cartes avec ces illustrations pour justement accompagner en coaching, par exemple, les multipotentiels, mais aussi à usage personnel. Alors, en fait, pour parler un petit peu de moi, quand j'étais enfant, en fait, je voulais devenir astrophysicien. Alors, j'avais bien compris ce que ça voulait dire, mais j'étais certain que jamais je ne serais astrophysicien. Mais j'avais envie de rêver que c'est possible. Et puis, je trouvais que ça claquait pas mal à l'école quand j'en parlais. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que 35 ans plus tard, étonnamment, je me dirige vers cette discipline avec une grande probabilité, comme je l'avais bien senti, de ne pas en faire un métier, mais une croyance ferme que l'astrophysique va m'aider à trouver ma place. C'est déjà le cas depuis 2 ans et me sert à expliquer, à transmettre des expériences métaphysiques. Donc moi, j'ai grandi dans un environnement tantôt sclérosant, tantôt cotonneux, avec des périodes de joie, puis des périodes de grande souffrance. Et quand j'ai interviewé toutes ces dizaines de personnes, j'ai fait un lien et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses multipotentielles qui ont fait l'expérience de la croissance post-traumatique liée à un trauma dans l'enfance. Donc, ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, qui est ce concept qui nous vient de la pédopsychiatrie infantile américaine. Et donc, résilience, capacité à reprendre de reforme, survivre à des traumas, etc. Et donc, c'est ce qu'on dit la croissance post-traumatique, notamment dans l'école freudienne, en psychologie. Et en fait, on serait nombreux à avoir vécu des traumas. Donc, c'est intéressant comme point commun. Et puis, je suis placé d'urgence par un juge pour enfants dans un foyer de jeunes délinquants pour raison de maltraitance physique et psychologique de la part de ma mère. Et j'ai ressenti une sensation très étrange, à la fois de saut dans le vide, très angoissant, et à la fois une volonté de vivre libre. Et j'ai acté et j'ai choisi que ma liberté, ça serait dorénavant ma valeur la plus profonde et ce que j'ai de plus précieux. Et c'est ce qui m'a mené à faire des études a priori incohérentes, mais vraiment complémentaires. Et puis j'ai fait le choix d'études par plaisir en fait. Voilà. Donc ce qui fait qu'au lycée, j'étais passionné par plein de choses, la 3D sur ordinateur pour le jeu vidéo, le cinéma, l'économie, le droit, l'entrepreneuriat, mais aussi la philo, la théologie, la psychologie. J'écrivais aussi beaucoup de poèmes à l'époque. J'ai dessiné des bandes dessinées. J'ai pris des cours de japonais. Je m'incrustais dans une université à laquelle je n'étais pas inscrite et je rentrais par la porte de derrière, au sens propre comme au sens figuré, pour suivre des cours de japonais. Et puis en parallèle, je prenais des cours au CNAM, où là, j'avais bien payé mes cours, de sécurité informatique, parce qu'à l'époque, j'étais passionné d'informatique et progressivement, je devenais hacker en fait. Donc, je voulais
déceler les failles informatiques, mais en mode chevalier et pas en mode destructif, hein. Bref, tout ça, ça m'a permis de devenir graphiste indépendant il y a 16 ans et heu et donc bah, j'ai développé, voilà, pas mal de choses donc je peux vous montrer, brièvement un petit peu donc ça, c'est ma première entreprise donc en tant que créatif, j'ai été illustrateur, j'ai, accompagné des centaines d'entrepreneurs, à créer leur design de marque, leur logo, web design, les sites web, conseil en com, gestion de projet et cetera. Aujourd'hui, c'est une partie très mineure de mon activité. Puis il y a 8 ans, j'ai lancé Innopégasi, où là, c'était plus, du marketing. Donc là, c'est une de mes activités principales aujourd'hui, où je fais du conseil, en création de noms de marques. J'aide les PME, les ETI aussi à à à développer leur portefeuille de marques, à entretenir, et à protéger, leur marque, à définir leur architecture de marque et cetera et puis, à s'associer avec d'autres marques. Donc on est vraiment sur le branding. Hem, j'ai créé, aussi il y a 6 ans, un café philo citoyen qui s'appelle Les Inclassables, qui ont connu des déclinaisons, donc dans différentes villes et puis aussi pour différentes cibles. Il y a la version pour enfants, version pour entreprises. Donc là, ça s'est un peu calmé en 2000 à cause de la pandémie, parce que le distanciel n'a pas fonctionné. J'ai lancé, Marque Subjective, aussi, donc je suis devenu coach, donc ça, c'est une de mes activités principales pour lesquelles j'interviens, aujourd'hui avec vous. Donc je suis spécialisé en émergence des talents et petit à petit, la première année, j'ai décidé en fait, de faire le pont entre le marketing de soi et le talent avec une vision très philosophique, voire métaphysique et d'appréhender l'être humain dans sa complétude. Donc Marque Subjective, c'est une proposition, d'aider les gens à être heureux dans leur vie en trouvant leur talent et et d'y arriver de façon, holistique et systémique en appréhendant, la dimension physique, la dimension, psychologique, psychique, la dimension intellectuelle et la dimension spirituelle. Hem, j'ai aussi créé les dîners des hypersensibles, il y a 4 ans. Donc il y a eu, 16 ou 17 éditions, voilà, tous les 2-3 mois. Donc pour aller à la rencontre de personnes, qui me bénévoles, citoyens, comme les inclassables, aussi. Puis je suis devenu énergéticien, donc ça fait 2 ans, que je suis énergéticien. Litho-Twitty, c'est une de mes activités en tant que lithothérapeute. Mais je suis énergéticien aussi, avec, des outils comme l'Access Bar, comme le Reiki, le Theta Healing, la kinésiologie, et puis bientôt, cette année, des harmonisations, de Grigory Grabovoy que Aurore connaît très bien. Et puis, j'ai créé mon propre enseignement, qui s'appelle le processus chakralistique, donc un enseignement qui rejoint les sciences et les philosophies spirituelles. Donc il y a un site web dédié à ça, donc j'ai eu différents élèves, par rapport à ça. Puis j'ai fait des conférences, là on voit, une amie, Marie, avec qui, j'ai animé 2 conférences sur la mystique quantique. On avait appelé ça «Voyage en mystique quantique» et du coup la deuxième conférence était beaucoup plus narrative, sur ma partie et Marie gérait la partie, méditation en fait, ce que j'appellerais une méditation quantique avec le silence d'Orliance, donc avec, l'école d'Aziz. Moi je suis plutôt de l'école de Nassim Haramein et donc voilà et cette expérience, a donné un autre petit bébé, qui est, de mon côté, la transformation de cette conférence en conte initiatique, en mystique quantique que je publierai également, cette année. J'ai lancé aussi il y a quelques mois les randos science mystiques, où le principe c'est de mélanger la randonnée, et la découverte de 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 façon vulgarisée de sciences, astrophysique, physique quantique, voire métaphysique. Donc on a fait la première édition en septembre, ça a beaucoup plu, puis on devait la faire, la suivante en décembre, puis on a dû l'annuler à cause de, encore une fois, la pandémie. Mais on va reprendre, j'espère, bientôt. Et puis, j'ai créé aussi une conférence, qui, démontre, comment en fait, la science-fiction, prédit, le futur sur le plan social, écologique, et spirituel. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon,
Et puis un autre grand projet, le plus grand, qui est en train de germer, qui parle aussi de tout ça. Alors, le terme, en fait, si on va regarder un petit peu Wikipédia, le terme de multipotentialité, ça dit que c'est un terme éducatif et psychologique, qui se réfère à la capacité, à la préférence d'une personne d'exceller dans 2 ou plus de 2 champs différents. Alors pour certains multipotentiels, c'est pas 2, hein, c'est plutôt 10, ou 15, et il peut également se référer à une personne dont les intérêts s'étendent sur plusieurs domaines, plutôt que d'être fort dans un seul, bien sûr. Donc les multipotentialistes, eh bien, ont des intérêts multiples. Et il faut savoir que on, à une époque, en fait, on valorisait énormément la multipotentialité, notamment au siècle des Lumières, avant que on passe du dogme de la religion au dogme de la science. Les scientifiques étaient des grands mystiques, et donc des gens comme Pythagore, comme Tesla, ou d'autres, même Einstein, hein, avaient une vision assez philosophique, voire métaphysique, de l'analyse de la matière, du monde en volume et en 3D, etc. Et donc, c'était plutôt valorisé. Donc, pour moi, l'exemple le plus impressionnant, c'est Léonard de Vinci, qui était à la fois un célèbre peintre, mais avant tout un inventeur, un chercheur. Je crois même qu'il a fait de la musique, je crois même qu'il était compositeur, musicien, et c'était un commerçant aussi, hein, un fin commerçant. Donc, c'était valorisé. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Dans les années 90, il y a une femme qui s'appelle Barbara Kerr, qui en fait utilise ce terme de multipotentialité qui était intervenu déjà il y a longtemps, dans les années 70, sur un sujet éducatif. Et elle, en fait, elle a écrit un livre qui s'appelait Planning for Gifted and Talented Youth, qui se référait justement aux études des années 70. Et en fait, ça permet d'expliquer la situation de certains étudiants qui se questionnaient par rapport à leur orientation, et qui étaient très talentueux dans plein de domaines, mais qui ne savaient pas quoi choisir, et que du coup, le format normé ne leur convenait pas. Alors, Barbara associait aussi assez facilement la multipotentialité à la surdouance, sachant que pour moi, ce sont des concepts quand même qui sont différents. Donc, on peut être surdoué sans être multipotentiel, et on peut être multipotentialiste, a priori, c'est moins sûr, mais a priori, sans pour autant avoir un QI de plus de 115, quoi. Et puis il y a le terme slasher aussi, on parle beaucoup de slasher puisque c'est l'idée de faire ça, slash ça, slash ça. Et donc on va pouvoir comme ça cumuler plusieurs passions, plusieurs disciplines. Alors, selon moi, la multipotentialité, eh bien, ça nous donne aussi des super pouvoirs. Donc pour moi, la multipotentialité, c'est l'enthousiasme avec passion, sans limite, à découvrir avec curiosité et boulimie une nouvelle discipline, une expertise, une thématique, etc. Et puis tout investir dedans. Donc si je suis passionné par le tarot de Marseille, eh bien, je vais acheter 5 jeux de tarot, 3 livres, je vais m'offrir une formation, je vais, pourquoi pas, créer quelque chose, innover dans le domaine. Et puis, au bout d'un temps qui est finalement relativement assez court par rapport à la norme, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je commence à m'ennuyer un peu, et puis, en fait, je vais mettre tout ça dans un placard et je vais tout arrêter pour repartir de zéro vers une nouvelle passion. Et j'aime bien dire que pour un multipotentialiste, l'ennui, c'est le signe prophétique de transition entre 2 passions très différentes. Donc je ne sais pas si, vous vous reconnaissez dans le profil, vous pouvez mettre des commentaires dans le chat. Donc moi ce que je trouve impressionnant, c'est, de l'extérieur, c'est notre capacité à apprendre vite, hein, des sujets, parfois complexes, qui nécessitent normalement beaucoup plus de temps, parfois des années à acquérir, à dompter. Et ça fait peur en fait aux spécialistes. Et ce qui caractérise les multipotentiels, c'est aussi leur capacité à créer des passerelles entre plusieurs domaines, justement, entre des univers de connaissances
qui n'ont pas l'habitude d'être croisés. Par exemple, je donne des exemples qui peuvent paraître absurdes, hein, mais le saut à l'élastique avec l'hôtellerie, le chocolat et le recrutement, la pâtisserie et la parfumerie. Et pourtant, on voit des projets, des entreprises, des marques naître avec ce genre d'association. Par exemple, dans mon expérience, je me souviens avoir mis en relation un un entrepreneur qui était spécialisé dans les probiotiques, qui avait un PhD et qui était en relation avec tous les directeurs monde de innovation, R&D dans le domaine agroalimentaire, donc Procter et Gamble, Unilever, etc. Et j'ai mis en relation avec un de mes clients pour qui je faisais un site web qui était dans le vignoble nantais. Et donc il faisait c'était le mec qui faisait du muscadet et en fait, qui avait, du marc, bien évidemment, de ce vin et donc ce cépage de melon de Bourgogne. Et bien, ils ne savaient pas trop quoi en faire, mais ils se posaient des questions. Et donc, je les ai mis en commun et en fait, ils ont ensemble créé une gamme de produits cosmétiques. Ils se sont rendus compte en analysant ce plan chimique que autant les produits Caudalie, qui sont bien connus maintenant, eh bien, on a notamment des crèmes anti-âge et donc les principes actifs qui sont dans les produits cosmétiques Caudalie, qui sont à base de raisin, ils sont 7 fois moins actifs, puissants que des produits cosmétiques issus du marc de raisin et en particulier du cépage du melon de Bourgogne. Et donc, c'était quand même improbable d'aboutir à un projet comme ça, d'une gamme assez courte de produits cosmétiques. Pour Émilie Wapnick, dont je parlais tout à l'heure, on aurait 3 super pouvoirs. Alors, elle parle beaucoup de l'esprit de synthèse, que moi j'appellerais la synergie combinatoire, parce qu'il y a plus notion de combinaison. J'aime bien dire qu'innover, c'est voir des potentielles synergies là où la plupart des gens n'en voient pas. Ils n'en voient pas l'intérêt. Il y a aussi l'apprentissage rapide. Quand on est passionné, on peut avoir un comportement boulimique d'apprentissage. C'est quelque chose qui revient souvent dans les personnes que j'ai interviewées. Donc pour moi, l'apprentissage, c'est un muscle qui surperforme chez les profils multipotentiels de façon assez impressionnante. J'aime bien ce que dit Emily Wapnick quand elle dit on a été débutant plusieurs fois, alors on a moins peur d'essayer. Ça résonne beaucoup. Et puis l'adaptabilité, le côté caméléon, moi j'appelle ça l'intelligence intellectuelle, l'agilité intellectuelle. Il y a un média américain qui s'appelle Fast Company qui a considéré que l'adaptabilité, c'était la compétence la plus importante à développer au XXIe siècle. Le monde change si rapidement que les plus agiles ont un meilleur jeu de cartes entre les mains. Et on le voit bien en ce moment. Je pense sincèrement que les entrepreneurs multipotentiels comme moi s'en sortent globalement mieux que les spécialistes. Parce que si vous avez une expertise unique et que vous êtes dans un domaine d'activité qui est totalement bloqué par la pandémie et la crise économique qui en découle, eh bien, vous êtes juste coincé. Donc, effectivement, si vous avez un statut salarié, que vous êtes en chômage partiel, ça va, mais ça ne va pas durer éternellement. Donc, en fait, on peut beaucoup plus facilement se réinventer, explorer quand on est multi. Donc voilà le célèbre Léonard de Vinci. L'occasion pour parler de lui une nouvelle fois, pour parler d'un mot en fait qu'on a donc l'adjectif qu'on appelle polymathe, on appelle ça la polymathie. Donc il était polymathe. La différence entre un multipotentiel et un polymathe, c'est que quand on est multipotentiel, on est expert en rien. C'est caricatural de dire ça parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Mais quand on est slasher et quand on connaît un petit peu de plein de choses, mais qu'on arrête en cours de route parce qu'on s'ennuie, bien évidemment, on n'a pas le même niveau d'expertise que quelqu'un qui pratique le sujet depuis 30 ans. Et en même temps, il existe donc des polymathes qui sont très rares, mais j'en connais quelques-uns, et donc qui sont des personnes qui vont avoir des expertises très pointues
qui sont vraiment des experts dans des domaines très, très différents. Donc, un polymathe, c'est un multi-expert. Donc, non seulement il y a des potentialités, mais en fait, on va au bout des potentialités. Donc, quelqu'un qui serait capable d'avoir une expertise très poussée dans un domaine et très poussée dans un autre, et encore un autre, et encore un autre, et avoir d'autres passions en parallèle sur lesquelles on est un peu moins abouti. Hem, alors, moi, je vais jouer au pirate, parce que j'ai envie aussi de venir confronter, et guérir aussi, tout ce qu'on a pu vivre en tant que multi face à des spécialistes. Concrètement, il y a un vrai combat, entre spécialistes et multipotentiels. Et donc, bah, moi, j'ai envie de transformer ce combat en passerelle et de lui dire qu'on peut réussir ensemble et non pas l'un contre l'autre. Le problème, c'est que, par rapport à mon expérience et par rapport à la norme et au témoignage, on peut que constater qu'il y a beaucoup moins de tolérance des spécialistes envers les multis que des multis envers les spécialistes. Et pourtant, on peut être aussi extrêmement frustré et on est bien gentil de tolérer. En tout cas, c'est mon expérience. Donc voilà le genre de phrase qu'on peut entendre quand on est multi des enfants ou ados ou étudiants. Tu t'éparpilles, tu ne peux pas tout faire, tu ne sais pas ce que tu veux, tu fuis en avant, tu perds ton temps, tu ne vas pas en faire ton métier, tu devrais te concentrer sur tes études, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on entend quand on est, adolescent, étudiant, et cetera, même adulte, hein. Et puis des fois, c'est un petit peu plus violent. On peut entendre, «Tu n'es pas crédible», «Personne ne va te faire confiance», «Tu risques d'être pris pour un imposteur» ou mieux encore, «Tu es un imposteur» ou «Tu es, une imposteur». Donc c'est très, très violent. Donc bah, que faire? Donc moi, j'aime bien dire que plutôt que de penser le monde avec du «ou», je préfère aujourd'hui le vivre avec du «et» le plus souvent possible. Et ça a été dit et redit en fait, par les personnes, interviewées. Donc oui, comme dit Aurore, on peut nous qualifier de personnes, paumées ou éparpillées. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est passionné par plein de choses, on ne peut pas être bon partout. Ça aussi, ça c'est une célèbre phrase. Tu ne peux pas être bon partout. Donc on s'éparpille, ouais. Donc sur les personnes interviewées, je me rappelle notamment de Jérôme, dont c'est la clé de son interview, effectivement, qui dit: «Bah, moi, je préfère faire du «et», là où les gens font du «ou». Donc, par exemple, moi, je veux vivre des expériences professionnelles avec des profils multipotentiels, mais aussi avec des spécialistes et c'est ce que je fais régulièrement. Donc, par exemple, personnellement, je suis à la fois, bah, lithothérapeute, et aussi je suis consultant en stratégie de marque. Je peux faire du coaching, pour aider les gens à trouver leurs talents et je peux aussi faire des conférences, en parlant de physique quantique et d'astrophysique. Heu Donc là où je crée du «et», j'aime bien dire que j'offre au monde une vision innovante au croisement de disciplines, d'univers, de cultures, voire de castes sociales aussi, différentes. Donc on peut, ouais, briser les murs, et des pierres, construire des ponts. Donc voilà, donc après on peut avoir un tempérament aussi. Moi personnellement, en plus, je me suis rendu compte qu'en tant que serial entrepreneur, quand je me suis amusé à l'explorer et à accueillir des propositions, voilà, de faire mon thème en astrologie, de recevoir des tirages, du tarot de Marseille, de faire mon thème en numérologie et puis aussi d'être accompagné, d'être coaché, d'être audité, voilà. Donc que ce soit par des spécialistes très cartésiens ou des multipotentiels, très intuitifs, voilà, quand on me dit, je suis Verseau dans l'ère du Verseau, je suis battleur, je suis le numéro 1 en numérologie, je suis parfois un guide, celui qui dérange, celui qui agace et en même temps celui qui inspire. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient aussi souvent, c'est des qualificatifs, c'est des choses qu'on peut prêter aux entrepreneurs multipotentiels. C'est pas que moi, c'est aussi, voilà, la plupart des gens que j'ai interviewés, c'est dans une certaine mesure, qu'on retrouve ça. Et donc ma conviction, c'est que il y a un enjeu en fait qui est beaucoup plus, important qu'un enjeu,
individualiste de s'assumer et puis de bien vivre avec les autres, c'est que je suis persuadé que, vu la merde dans laquelle on est au niveau global sur notre planète, la seule façon de sauver notre civilisation, de notre surexploitation de la planète, c'est d'avoir des réflexions parallèles, qui font des passerelles et de faire de la transversalité. À chaque fois qu'on fait de la transversalité, pluridisciplinaire, on voit des innovations, qui sont vertueuses. Donc ça, pour moi, c'est important. Dans les entreprises, en management, c'est aussi un sujet intéressant. C'est là-dessus que j'interviendrai, au mois de mai, à la Fabrique du changement. C'est comment intégrer un profil multipotentiel, comment le reconnaître d'ailleurs, comment l'intégrer dans une équipe de spécialistes. Parce que là, il y a un enjeu très fort. Mettre un profil multi dans une équipe de spécialistes, ça va permettre en fait d'avoir quelqu'un qui va avoir un effet de zoom des zooms, comme disait Alexandra dans son interview. Je vais avoir la capacité d'être en méta, prendre de la hauteur, regarder en fait ce qui se passe. Et puis, comme je suis en haut, je vois les liens, que je comprends au minimum tout ce qui se passe. Je vais pouvoir faire des connexions. Donc, je vais zoomer, revenir avec l'équipe et les spécialistes et dire, voilà, peut-être que si on faisait ça et qu'on mélangeait ça avec ça, voilà, je propose des idées, on sort des sentiers battus, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, s'il y a une adhésion à une idée, après, les spécialistes, eux, ont toute leur légitimité et leur expertise pour faire aboutir des projets de façon vraiment très pointue. Donc ça, je pense que c'est une bonne façon de travailler main dans la main. Alors maintenant, je vais vous parler des peurs, en fait, des peurs et des croyances limitantes et puis peut-être des débuts de solutions sur comment en fait, résoudre, toutes ces peurs, toutes ces problématiques. Hem, donc, ce sont des croyances, hein, je parle de croyances limitantes, et ça nous limite, vraiment énormément. Alors je vous partage celles que j'ai observées. Alors la première en fait, c'est, la peur de ne pas réussir, ou d'avoir l'impression de s'auto-saboter volontairement ou inconsciemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent, que j'entends aussi en coaching. Donc je ne sais pas si vous, ça vous parle. Et donc j'aime bien dire que la meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas essayer. Voilà. Oui, Thierry. Donc je compatis. Donc, et oui, la peur de ne pas réussir. Alors, d'où ça vient? Ça vient de toutes ces phrases assassines, et ça vient de la norme. Hem Quand même, vous rappeler quelque chose, c'est que d'un point de vue philosophique, pour l'avoir étudié, je dirais avec mes mots, voilà, tant bien que mal, que rappeler quand même que la norme, à quoi elle sert et pourquoi elle existe. La norme, elle existe pour faire société, pour vivre ensemble. Et la norme, est en lien avec la notion de masse et de majorité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait norme, il faut qu'il y ait adhésion du plus grand nombre à une pratique, un rituel, une valeur, une organisation. Et c'est ce qui permet en fait de faire société. Donc ça, c'est vertueux puisque ça permet de passer du chaos à l'ordre. Et en même temps, à chaque fois que vous êtes à la marge de cela, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Et pour reprendre les termes de Grabovoi dans l'énergétique, nous ne sommes pas à la norme, justement. Et donc quand on est dans une société, quand on n'est pas à la norme, on essaye de nous harmoniser justement et de nous remettre au bon endroit. Sauf que, à la différence de la dimension informationnelle de Grabovoi, en fait, là, c'est différent parce qu'en fait, ne pas être normal, c'est ce qui permet justement de changer le monde. Puisque moi, je ne connais aucune personne normale qui a atteint ses rêves. Je ne connais aucune personne normale qui a sauvé des millions de personnes, qui a gouverné un pays, qui a amené un peuple à se démocratiser, etc., etc. Donc, on a besoin de l'anormalité. Thierry nous dit: «J'essaie de vivre sur le cadre, la marge de la norme et parfois je glisse à l'extérieur.» Ah, j'aime bien ça.
Ah oui, c'est très bien. Je vois en fait l'idée de. C'est un peu comme le ski, hein, on fait du. Je ne sais pas comment on dit, je pratique pas le ski, mais il y a histoire de, il y a les parcours très balisés et puis il y a le hors-piste, hein. Donc, c'est un peu ça. Quand on fait du hors-piste, ben, c'est dangereux. Il faut savoir où on va parce que personne ne nous sauvera à cet endroit-là, a priori, ou alors, voilà, ce sera un peu compliqué. Donc, dans mon livre, en fait, je parle énormément de ça dans le premier chapitre, hein, du sujet du succès et de l'échec. Donc, je donne de très nombreuses clés par rapport à ça. Et la philosophie, une des philosophies, c'est celle-là, c'est que la meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas essayer. Donc, comme dit Oscar Wilde, autant viser la lune, hein, parce que en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Euh, alors, il y a aussi la peur de ne pas plaire. De ne pas être aimé, d'être exclu parce qu'on est justement anormal, pas capable de faire des choix et de s'y tenir. Donc ça, c'est très difficile, hein, à vivre. Et donc, ça, c'est très en lien avec les blessures qu'on connaît, hein, je crois que c'est Lise Bourbeau, je crois que c'est ça, sur les 5 blessures de l'enfance. Donc voilà, que ce soit la blessure du rejet, blessure de l'abandon, la blessure d'humiliation, pardon, etc. On voit bien que ça ancre des choses. Effectivement, ça crée notre carte du monde quand on est enfant. Voilà, tout ce qui se passe jusqu'à nos 7-8 ans, ça nous forge en fait notre vision du monde. Donc après, c'est toute une démarche adulte après de déconstruire tout ça et reprogrammer notre mode de fonctionnement. Donc, quand on est dans cette peur de ne pas plaire, de ne pas être aimé, d'être exclu, donc peur du rejet, et pas capable de faire des choix et de s'y tenir, bah, je pense que la solution, c'est développer l'amour de soi. De s'aimer soi-même parce que c'est le meilleur chemin vers l'accueil serein des opinions d'autrui. Les accords Toltec sont très utiles à cet endroit-là, hein, parce que dans les 4 accords Toltec, il y a notamment bah, ne prends pas les choses personnellement. Voilà. Je dis souvent en coaching que lorsqu'une personne vous critique négativement ou vous fait un reproche, toujours, elle ne parle que d'elle-même. Alors, il y a aussi la peur de l'injustice. Alors, je dis Batman parce que lui, la blessure de l'injustice, je pense il en a une belle balafre avoir vu ses parents se faire assassiner, voilà, avec de coups de feu en fait sous ses yeux quand il était enfant. Bon, il en a fait une forme de résilience un peu violente, mais voilà, avec ce sentiment d'injustice. Donc, il est devenu bah, le justicier sombre. Et donc, la peur de ne pas être compris. Donc, comment résoudre cette peur de ne pas être compris? Bah, la première chose à faire, c'est d'exprimer ce qui est juste pour soi et de laisser à l'autre la responsabilité, sa responsabilité, de respecter ou pas. Et j'aime bien dire aussi de prendre le risque, hein, de créer les conditions de rupture de la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on a fait de notre mieux pour exprimer qui on est et comment on fonctionne, et qu'on l'assume et qu'on le fait avec des personnes avec qui on est en relation, eh bien, il faut être prêt à accepter que la relation s'achève. Soit parce que la personne refuse la différence, soit parce que, et du coup, part, soit parce que elle refuse la différence, mais elle entretient une relation qui est toxique. Donc là, c'est à soi de se respecter et de partir. Merci Thierry pour le clin d'œil. Et finalement, la seule personne qu'on peut vraiment modeler, finalement, c'est soi-même. Donc, ça ne sert à rien, en fait, d'essayer de convaincre des spécialistes de devenir des multipotentiels, hein, ça n'a pas d'intérêt, on va s'épuiser. Et puis, toute tentative de changer l'autre, même que ce soit dans le couple, même au niveau éducatif, au niveau de ses enfants, etc., c'est un échec. C'est-à-dire que soit, en fait, on réussit au forceps à changer l'autre
et tôt ou tard, ça va péter, ça va vraiment faire des dégâts. Soit, en fait, on accepte, voilà. C'est un peu la fable de La Fontaine, entre le renne le renne et le roseau. Je réinvente l'histoire. Le chêne et le roseau. Et oui, puisque le roseau plie, mais ne rompt pas, alors que le chêne, il a beau être extrêmement fort, être extrêmement sûr de lui, s'il veut imposer, au roseau, eh bien, sa rigidité et puis cette dimension aussi phallique, hein, c'est très yang, c'est très masculin, et puis c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, bah oui, mais finalement, face à des épreuves de vie, bah, le chêne peut s'écrouler et le roseau peut plier. Heu, donc hem, donc en fait, je pense que c'est faire preuve de beaucoup d'agilité, en fait, d'accepter de rompre une relation. Donc la peur de ne pas être compris, la peur de l'injustice, oui, c'est très présent quand on est multipotentiel, mais bah, acceptez-le et puis, bah, tracez votre route, quoi. Alors, la peur de trouver sa juste place, sa voie professionnelle. En gros, un profil multipotentialiste, c'est un cube qu'on essaie de faire rentrer dans un trou en forme d'étoile, hein. Ça passe pas. C'est comme on l'a dit à l'instant. On peut prendre un marteau, on peut essayer d'exploser la boîte, on va tout exploser, mais au bout du compte, à quoi ça sert? Donc, en fait, quand on a peur de ne pas trouver sa place, c'est parce qu'en fait, on n'est pas à l'aise, on sait qu'on ne se respecte pas en essayant de rentrer dans des cases et en répondant à, une norme, un cadre qui est imposé. Et donc, sur la voie professionnelle, notamment sur l'employabilité, on voit bien qu'il y a un enjeu à créer son propre poste, son propre métier. Donc là, pour moi, la meilleure solution, c'est de faire ce travail de recherche de ses talents, par introspection. Et par une vision globale, hein. Donc c'est ce que je pratique et que je vous ai présenté en introduction. C'est-à-dire que, heu, moi j'ai accompagné, voilà, différentes personnes qui sont, multipotentielles. On voit bien que rentrer, rentrer dans le cadre, de force, c'est une grande source de souffrance et que ça peut durer pendant de très nombreuses années, ça peut durer pendant 20 ans, pendant même 30 ans des fois, et qu'à un moment donné, ça fait plus sens. Donc, bah, la solution, c'est, bah, d'être prêt à ce travail introspectif et à revisiter en fait, qui l'on est en profondeur. Alors il y a aussi, la peur, une fois qu'on a trouvé sa voie, bah, finalement de se dire: «Non, c'est pas encore ça». Et donc, c'est un peu ce que j'appelle l'instabilité chronique. D'où ce funambule, qui, qui est carrément sur un vélo. Et donc, c'est rassurant ni pour soi et ni pour les proches, et encore moins pour un employeur ou un associé. Donc comment faire? Donc, moi je pense que et c'est la morale de l'histoire de pas mal d'interviews, dans mon bouquin, c'est assumer, assumer, assumer. Assumez votre multipotentialité, acceptez de ne pas plaire à tout le monde et ne craignez pas d'avoir gâché votre temps. Ça aussi, c'est important. N'ayez pas l'impression d'avoir perdu votre temps. Lorsque vous avez appris quelque chose, vous êtes mis à fond et que vous passez à autre chose. Parce que de toute façon, tout ce que vous avez appris, vous allez le capitaliser d'une façon ou d'une autre. Et c'est justement ce qui va vous permettre de créer des synergies et d'apprendre encore plus de choses et plus vite, hein. La mécanique cognitive, elle est magique, hein. C'est-à-dire que si en fait, par exemple, vous avez travaillé dans le monde de la pétrochimie et que, vous avez été entraîneur de handball et puis que, vous êtes un joueur d'échecs professionnel et puis que finalement votre nouvelle passion, c'est, de devenir plombier. Je dis volontairement n'importe quoi et en même temps ce n'importe quoi pourrait tout à fait être un profil d'un entrepreneur multipotentiel.
Donc, on pourrait dire, mais what the fuck, c'est quoi le lien entre tout ça? Ça n'a pas de sens, il a perdu son temps. Il aurait mieux fait de faire des études de plomberie quand il était ado, il aurait gagné du temps. Ben non, parce qu'en fait, ce qui va le rendre hors norme et ce qui va faire en sorte que ça va devenir un super plombier, un super Mario Bros, et ben, en fait, c'est justement parce que tout ce qu'il a appris avant va lui permettre de résoudre des problèmes de façon très innovante en plomberie. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme le sujet des intelligences multiples. Quelqu'un qui, je fais une petite parenthèse, mais quelqu'un qui a une intelligence musicale et rythmique très développée, mais qui n'est ni chanteur, ni danseur de hip-hop, ni basketteur, mais qui est expert comptable ou qui est expert en bâtiment, qu'est-ce que ça va donner? En quoi ça va être utile? C'est très intéressant de se questionner et de voir justement en quoi ça peut se transformer en atout. Alors, comme César, là, dans ce film qui m'avait beaucoup plu, je crois que c'était Gladiator, c'est la peur du jugement. Alors ça, c'est une des peurs les plus universelles et les plus fortes. On s'impose en fait tous ces jugements en fait, depuis l'enfance. Nous sommes baignés dans des croyances, dans une culture française où faire plusieurs choses n'est pas un gage de sérieux et ça n'inspire pas la confiance. Donc on pourra dire que vous n'avez pas vraiment de but dans la vie, ça fait plaisir, ou que vous ne savez pas ce que vous voulez. Bon, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va recevoir, toutes les phrases assassines qu'on va recevoir. Donc moi, je vais être un petit peu cinglant, mais à un moment donné, je pense qu'il faut remettre les gens un peu à leur place, enfin, un peu les recadrer et dire que c'est un raisonnement étriqué. C'est-à-dire quand on est normopensant, normosensible, spécialiste, eh bien, on peut avoir une vision étriquée, on a une vision moins large. Donc, soit en fait, on fait preuve d'humilité et on accueille la différence, et effectivement, on va faire de la multipotentialité chez l'autre une force pour soi, parce qu'effectivement, ça peut fonctionner comme ça. Soit, à un moment donné, eh bien, on peut aller au clash, et bon, c'est dommage, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que j'ai, à plusieurs reprises, fait le choix de rompre une relation professionnelle parce que je ne me sentais pas respectée dans ma singularité. Et je pense que ça, c'est important. Et donc, alors le piège, bien évidemment, on pourrait se dire, mais oui, mais est-ce qu'on rentre dans un classement vertical des archétypes? Et est-ce que quand on est multipotentiel, on doit se considérer supérieur? Bon, évidemment, on sait bien que c'est pas ça l'idée. On sait bien que non. Et en même temps, l'humilité non pas à la française, mais plutôt dans la culture anglo-saxonne, l'humilité, c'est affirmer ce qu'on sait faire et aussi ce qu'on ne sait pas faire. Donc, l'idée, c'est d'être juste avec soi pour ensuite pouvoir affirmer à l'autre ce qui est vrai pour soi, sans imposer ni juger le comportement de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'exprime qui je suis dans ma singularité et que je m'assume, si ça ne te convient pas, c'est à la limite, c'est ton problème. Mais moi, je trace ma route parce qu'en fait, on a tout à fait le droit d'être heureux dans notre vie en étant multipotentiel. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires, même de vive voix, si vous pouvez, ou par écrit. La peur de ne pas être normal. On vous reprochera de ne pas être normal. On en a parlé de la norme. Donc en fait, moi je dis souvent, bonne nouvelle en fait, c'est cool si tu pas normal, tant mieux. La vie sera d'autant plus riche d'expériences. Ne pas être dans la norme, ça signifie penser différemment, être différent. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les gens raisonnables, ce ne sont pas les gens réalistes et ce ne sont pas les gens normaux qui ont changé le monde. Alors, on a un souci, c'est que dès l'école primaire, puis au collège et ensuite au lycée, et puis plus encore durant nos études supérieures, et ça continue dans le monde de l'entreprise, voire même avant notre retraite, toujours, tout le temps, on nous pose la même question. Que veux-tu faire plus tard? Bon, donc moi j'ai envie de dire, et si on se foutait un petit peu la paix sur le plus tard?
et qu'on appréciait simplement ce qui nous met naturellement en joie maintenant. Voilà. Ça rappelle des discussions qu'on a pu avoir avec Aurore sur l'amitié, en fait. Qu'est-ce que l'amitié? Effectivement, en fait, à un moment donné, de toute façon, si on a une énergie de joie à cet endroit-là, dans la relation, dans un projet, dans un état d'être, eh bien, allons-y, on fonce. Effectivement, Aurore, tu dis la question de l'angoisse. Je ne sais pas si tu fais du lien, si tu mets ça en lien avec l'idée de nous inviter à faire des choix sur la suite. Mais oui, effectivement, ça, c'est très anxiogène pour beaucoup d'enfants. Alors qu'en fait, on peut leur foutre la paix, en fait. Et surtout que l'enfant a cette particularité à la fois d'aller naturellement vers ce qui le met en joie et à la fois d'être dans l'instant présent. Voilà. Et donc, ça fait pas sens, en fait, pour un enfant de lui dire est-ce que dans 2 semaines, tu aurais envie de faire ça? Est-ce que dans un mois, tu aurais envie de faire ça? Est-ce que dans 6 mois, tu aurais envie de faire ça? Qu'est-ce que tu voudras faire? Nanana. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une forme de sagesse infantile que l'on perd par ce cadre, cet étau culturel que nous avons dans cette société moderne. Donc l'angoisse, tu dis, Aurore, celle qui est posée bien trop tôt et sans proposer un parcours multipotentiel, effectivement, c'est-à-dire que le chemin est l'apprentissage. Ouais. Et oui, oui, effectivement. Ouais, la sensation d'étau, oui. Son jeu de mots pour le plombier. En fait, effectivement, aujourd'hui, dans le système éducatif, la multipotentialité n'est pas une option. En fait, on raisonne de façon séquencée. On peut valoriser en fait les profils atypiques. Il y a très nombreux profils candidats qui parlent de moutons à 5 pattes. Donc effectivement, se disent voilà très originaux. Donc oui, effectivement, ça parle souvent de cette multipotentialité un peu refoulée. J'ai parmi mes clients en coaching bon nombre de personnes qui ne sont pas heureuses dans leur entreprise, mais qui n'osent pas la quitter par peur de manquer de revenus et de fragiliser leur couple ou leur famille financièrement. Donc ça, c'est une mécanique qui est bien huilée, hein, qui nous conditionne. Mais en fait, d'autres chemins sont possibles. Donc c'est sûr que il y a un peu de prise de risque, mais globalement, si l'enjeu c'est d'être heureux, si l'enjeu c'est de se nourrir au quotidien, de challenges, de rencontres, d'expériences. Bon, j'ai envie de dire, c'est la vie, quoi. Donc, on n'est peut-être pas là pour faire la même chose pendant 50 ans. Et oui, merci Thierry. Effectivement, même quand tu vis seul, c'est risqué, bien sûr. Parce qu'effectivement, en couple, la problématique, c'est il y a aussi une culpabilité qui peut être portée dans le couple si effectivement il y en a un qui en fait est, comment dire, indépendant et l'autre salarié, puis à un moment donné, le salarié a envie de changer et d'aller sur une voie plutôt indépendante. Et ben, si le mari est déjà indépendant et que ça marche pas très bien et que madame souhaite être indépendante aussi et qu'elle est salariée, ben, du coup, il y a des conflits d'intérêts qui peuvent naître. Mais quand on est tout seul, j'ai envie de dire quelque part, ça peut être pire parce qu'en fait, on risque tout. Dans un couple, on peut s'entraider, on peut être dans une forme de solidarité financière. Et puis aussi de s'entraider, hein. J'ai vu plusieurs couples où en fait, au fil des années, ils ont un fonctionnement de solidarité, mais séquencé dans le temps. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, bah, à un moment donné, voilà, je veux me lancer dans ce projet-là. Est-ce que toi, tu es OK pour assumer un peu plus financièrement? Oui, OK, c'est moi qui vais payer les factures pendant tes études. Et puis après, on se donne 2 ans pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, bah, tu retournes dans le salariat. Et puis après, bah, on renverse la vapeur. Pour revenir sur l'idée du ici et maintenant, ce qui est une expression qui est un peu sanctuarisée, hein, dans le développement personnel, dans la spiritualité. Moi, j'ai inventé un terme que je trouve plus juste, plutôt que ici et maintenant, j'aime bien dire par toujours. C'est une contraction de partout et toujours. Ici et maintenant, c'est très bien sur l'idée de ne pas être derrière nous ou devant soi dans le passé et dans le futur. Et en même temps, ça nous fige. Ça nous fige dans l'espace et ça nous fige dans le temps.
Alors que par toujours, ça permet en fait de faire l'expérience de l'infinité justement de l'espace et du temps. J'aime bien dire qu'il y a beaucoup plus de place du coup pour en profiter. Donc quand on a cette sensation justement du par toujours, ben, il y a une forme d'émerveillement, de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi, mais sans limite de temps ni d'espace. Voilà. Petit clin d'œil. Alors aussi, quand on a des enfants qui sont potentiellement multipotentiels, c'est intéressant de se poser des questions aussi sur l'éducation. Alors Thierry nous dit: «À quel point est-il réellement possible de ne pas être ici et maintenant et ailleurs en même temps?» Je vais relire la question, Thierry. À quel point est-il réellement possible de ne pas être ici et maintenant, ouais, et ailleurs en même temps? Je vais peut-être reprendre l'expliciter par écrit. C'est que quoi qu'on fasse, j'ai la sensation que je suis toujours ici et maintenant. Physiquement, je suis ici, je ne peux pas être ailleurs. Et maintenant, bah oui, même si je pense à autre chose, je suis à l'instant présent, je suis dans l'instant présent. Et en même temps, effectivement, donc pour moi, cette notion, je l'ai beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sous différents angles, philosophie indienne, développement personnel et autres. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'il est possible de ne pas être ici et maintenant? Ben, la réponse me semble plutôt non. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en même temps avoir l'esprit qui voyage, être en même temps ouvert au monde, en même temps, et tu le disais, on est souvent capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc je pense qu'on est irrémédiablement fixé sur le ici et maintenant. Donc on pourrait longuement discuter de ce que ça veut dire dans le développement personnel, le ici et maintenant. Mais physiquement, je ne vois pas comment on ne peut pas y être. Maintenant que l'esprit soit ailleurs, c'est une autre notion. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote parce que, bah, comme tu l'imagines, hein, on a beaucoup de repères différents et on analyse les choses sous des angles différents. Et moi, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé parce que j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai été beaucoup formé sur toutes les techniques de méditation, sur effectivement le fait de se recentrer ici et maintenant. Et après avoir étudié aussi la philosophie indienne, j'ai vu d'autres points de vue qui me laissaient à penser qu'en fait, on est obligé d'être ici et maintenant. Donc voilà, je ne veux pas ouvrir le débat, mais en tout cas, pour moi, ça reste une vraie interrogation. Excellent. Merci Thierry. Alors en fait, tu es en train d'ouvrir, je pense que Aurore, elle doit beaucoup sourire. Dommage qu'elle ne puisse pas s'exprimer à cause du micro coupé, mais tu peux écrire Aurore. Mais en tout cas, bon voilà, forcément, ça ouvre ce que tu expliques. On pourrait en discuter pendant des heures. Ce n'est pas le sujet de la conférence de ce matin. C'est vrai que j'ai ouvert une porte et tu t'y es engouffré avec joie. Peut-être quelques mots quand même, parce que ça me chatouille un peu. Déjà, quelques hypothèses. Une hypothèse de dire peut-être que le paradoxe, c'est que c'est justement en faisant l'expérience de l'ici et maintenant, notamment avec l'expérience de vacuité dans le bouddhisme, par exemple, que justement, on peut faire voyager son esprit dans l'ailleurs et dans un autre temps. Ça, c'est peut-être déjà une hypothèse. Ensuite, pour reprendre l'explication d'Étienne Klein, quand il a analysé tous les travaux d'Einstein, Étienne Klein, qui est un philosophe des sciences, il y a une des théories possibles par rapport à cette histoire d'ici et maintenant et notre rapport au temps et à l'espace, c'est qu'en fait, nous serions éternellement figés. C'est-à-dire qu'en fait, nous serions effectivement ici et maintenant, tout le temps. Et en fait, on serait comme un petit poids sur un tapis roulant qui est figé et donc le tapis roulant voilà, qui continue. C'est comme quand on est dans un train en fait, où on est assis à un siège, le E17, on est en place E17 dans un train et nous sommes figés dans notre siège. Et nous voyons dehors l'espace qui défile et on peut aussi voir le temps qui défile parce qu'on peut voir le soleil avancer et puis se coucher et puis se relever dans un train, voilà, si on reste 10 heures, 15 heures dans le train, alors qu'on a cette sensation d'être ici et maintenant. Pourtant, on se déplace dans le temps et l'espace. Et puis bah, partager en fait que pour moi, justement, tu parles de multivers, donc c'est juste. Pour moi, le temps et l'espace sont des notions qui sont
illusoires, mais qui font partie en fait de nos modes de fonctionnement en fait quand on est incarné. C'est-à-dire que quand on est vivant dans un corps, pour moi c'est une âme qui vient incarner le corps avec une conscience qui vient l'habiter également. Et voilà. Mais ce que dit Philippe Guillemont, qui est chercheur au CNRS et qui est le plus, je dirais, mystique de tous les chercheurs de CNRS, il nous dit bien que l'âme se situe au même endroit que la physique quantique, dans les particules, où justement, comme par hasard, l'énergie à cet endroit-là défie les lois de la matière et défie les lois du temps et de l'espace. Puisque dans l'infiniment petit, on observe l'ubiquité, on observe le saut quantique, donc disparition de quelque chose, réapparition ailleurs, et puis on observe l'intrication, ou l'entanglement en anglais, qui est de dire que quand à un moment donné les particules étaient proches, on les sépare, elles sont toujours reliées, puisque quand on agit sur l'une, l'autre réagit. En macro quantique, c'est un terme que j'utilise, à notre échelle à nous, on ne peut pas observer ça, en tout cas pas encore. Donc c'est très intéressant, et il dit que l'âme se situe à cet endroit-là. Et donc c'est une explication scientifique que justement l'âme peut survivre au corps, puisque justement l'âme est au même endroit que le quantique et s'affranchit du temps et de l'espace. Donc voilà pour petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Et donc, quand tu utilises le mot multivers, ça fera sourire Aurore aussi, puisque le grand projet que j'ai actuellement, que je commence à développer depuis 6 mois, eh bien, ça part d'espace-temps et multivers. Revenons sur la multipotentialité. Donc, sur les enfants. Donc, moi, j'ai 2 enfants. Et en fait, quand je les retrouve après l'école, je leur demande pas, en fait, qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce que tu as appris, je leur demande en fait, qu'as-tu aimé à l'école? Et la réponse, elle peut être sur une discipline. Par exemple, voilà, j'ai un de mes enfants qui m'a dit, bah, moi j'ai beaucoup aimé le cours de mathématiques parce que j'ai réussi à faire ça, 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 j'ai compris ça. Et puis une autre fois, c'est bah, je suis super content parce que j'ai gagné à la récréation, j'ai gagné 10 tacos, je suis trop fort. Voilà. Donc, ce qui permet d'accueillir en fait le champ des possibles. Et le soir, en fait, avant qu'ils s'endorment, depuis de nombreuses années, au moment des derniers bisous et des câlins après l'histoire, je leur demande à chacun quel a été ton moment préféré aujourd'hui. Voilà. Quel a été ton moment préféré aujourd'hui? C'est un rituel. Et si ça m'arrive, parfois, c'est très rare, mais si ça m'arrive d'oublier, ben, ils sont là pour me le rappeler. Mais je t'ai pas dit en fait mon moment préféré. Donc, ils s'endorment avec le sourire. Et depuis que je fais ça, ils ne font quasiment plus de cauchemars. Et ils s'endorment voilà, avec beaucoup de joie. Et puis, on sait qu'au niveau des sciences cognitives, quand vous nourrissez votre cerveau d'informations avant qu'il s'endorme, donc dans cet état-theta, en onde θ, bah, du coup, en onde delta, il va ensuite incorporer et le cerveau va faire son travail d'infusion et d'intégration. Voilà. Donc, pour moi, les voir grandir, ça me rappelle aussi comme ça, en fait, en leur donnant voilà, la possibilité de se connecter à leur joie et à ce qui leur fait plaisir au quotidien. Bah, ça me rappelle un peu ma liberté à moi, qui est importante. Liberté de choix, liberté d'être qui on est, d'être anormal. Une liberté qui peut créer de la jalousie, du rejet, de la frustration et tout un tas d'émotions négatives chez l'autre, mais qui finalement, on l'a dit, ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc, je demande rarement à mes enfants de choisir. Je leur laisse la liberté de faire le choix, de ne pas faire le choix. Et donc, même si des fois, paradoxalement, ils ont du mal avec ça, bah, je leur dis effectivement, en fait, tu peux faire ça et ça, mais on va aborder la notion de temporalité. C'est-à-dire que, voilà, quand un enfant me dit est-ce que je peux jouer aux jeux vidéo, s'il te plaît, je ne vais pas dire non. Je vais dire oui, oui, tu vas pouvoir jouer aux jeux vidéo dans 1 heure ou 2 parce que là, on va faire autre chose. Qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre aussi? Qu'est-ce qui te ferait envie? Donc, bah, moi, j'aimerais bien aussi faire ça. OK, bah, du coup, on va faire les 2, mais pas en même temps. Donc, il y a cette notion de temporalité qui est très intéressante. Euh, et, euh,
Et donc, je pense qu'il faut être vigilant par rapport à nos enfants. Alors, le sujet du succès, il est multiple, hein, parce qu'effectivement, quand on se questionne sur l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat en étant multipotentiel et qu'on se dit comment je vais réussir, vu que je ne suis pas dans la norme, je ne rentre pas dans les cases, comment je vais faire? Bon, ça questionne aussi le succès. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur la définition de succès. D'après vous, quel mot vous pourriez mettre derrière le succès? Plaisir. Le plaisir? Oui, le plaisir. Le plaisir, d'accord. Aurore, qu'est-ce que tu mettrais? On associe parfois le succès à l'abondance, qui est aussi un autre sujet. J'ai fait une conférence le mois dernier sur les croyances autour de l'abondance et de l'argent. C'était assez intéressant. On a exploré pas mal de choses. Et en fait, je pense qu'il y a un lien entre la notion de succès et la notion d'abondance. Euh, pour toi, Thierry, l'abondance, qu'est-ce que tu mets derrière? Plein d'amis. Plein de Plein d'amis. Plein d'amis, OK. L'abondance d'amis, d'accord, Ouais, l'abondance financière, j'ai abandonné l'idée depuis longtemps. d'accord, OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres formes d'abondance dans ta vie? Ah ben, l'abondance de projets, d'activités, de vie tout simplement. J'ai l'impression d'avoir une vie abondante. Mmh, C'est quand je compare entre guillemets ma vie, avec d'autres, même si elles font toutes, le même temps, 24 heures par jour, j'ai l'impression d'en vivre, plusieurs en même temps. Donc j'ai une abondance de vie avec un S à la fin de vie. et ça te rend heureux? Ça parfois ça m'épuise. Parfois, ça t'épuise? OK. Pour revenir à un propos qui a été évoqué, bon, je suis un petit peu plus âgé, j'ai 56 ans. Pour différentes raisons, à un moment, j'ai fait un bilan et ce bilan, et je l'exprime de la façon suivante. Je dis, mais j'ai dépassé mes rêves. Je suis allé au-delà de mes rêves. Mmh, Donc, ça montre bien à quel point ma vie a été emplie, riche. Et donc, cette abondance de succès, de richesse, mais pas forcément monétaire. Je vis confortablement, mais c'est pas. Je suis, par rapport aux gens qui font mon métier et qui ont mon âge, je devrais avoir une bien plus grande maison, une bien plus grande voiture, une épargne bien plus grande. Mais ceux qui ont fait ça, globalement, étaient plutôt des spécialistes. Et moi, j'ai une diversité de vie et d'échecs, mais de gros échecs qui m'ont financièrement coûté cher. Et par contre, j'ai une vie incroyable. Donc, je ne pouvais pas imaginer. Je suis né dans une famille ouvrière du nord de la France. J'ai grandi dans une cité ouvrière. J'ai fait des choses que je ne pouvais même pas imaginer à l'âge de 20 ans. mmh. Donc l'abondance, elle est là. C'est l'abondance de joie, de l'intensité, quoi. Merci pour ce partage. Moi, je lis aussi dans ce témoignage l'abondance d'audace et l'abondance de créativité. Je ne sais pas si ça résonne? Trop. C'est chouette. Ça me parle, Thierry, je trouve ça émouvant parce que ça résonne beaucoup avec mon parcours aussi. Effectivement, j'ai une bonne dizaine d'années de moins que toi et néanmoins, j'ai déjà effectivement fait ce constat. Alors, je ne dirais pas que j'ai dépassé mes rêves. Ce n'est pas, je ne les ai pas tous atteints. En revanche, peut-être que dans une dizaine d'années, peut-être, mais en revanche, effectivement, je dis souvent que j'ai échoué souvent et j'ai réussi souvent aussi et que j'adore en fait entreprendre, j'adore expérimenter et j'ai pas peur d'échouer. D'ailleurs, ce que disait Walt Disney, il disait dans la vie, il faut appliquer la règle des 3 R quand on entreprend. Il faut rêver, risquer
et rire. Voilà. Walt Disney qui a été pendant très longtemps boudé, en fait, hein, soi-disant on lui a reproché de ne pas être créatif. C'est quand même le comble, hein. Il a été viré d'une école, je crois, parce qu'il était soi-disant pas créatif. Voilà. Alors qu'à un moment donné, il a créé cette petite souris qui a été la racine de l'empire qu'on connaît aujourd'hui, financier cette fois, lui, et aussi créatif. Donc, pour moi, l'abondance, c'est aussi l'abondance de liberté, l'abondance de choix, l'abondance de temps aussi et l'abondance aussi tu parlais d'amis. Donc effectivement, moi, c'est l'abondance de relations, de rencontres. Je ne dirais pas une abondance d'amis parce que la notion d'amitié, c'est quelque chose voilà, de très, très intense et je pense que j'ai voilà, quelques amis très, 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 très proches, voilà, quelques-uns, des amis très, très, très proches, et puis il y a quelques dizaines de personnes avec qui on est très alignés. Et puis, mais après beaucoup de relations. Ouais. Et donc, ça, c'est extrêmement nourrissant. Je sais je me sens en lien, pas tous les jours, mais très souvent avec plusieurs centaines de personnes que j'ai rencontrées ces 5 dernières années. Et puis, Aurore nous disait sur la définition du succès que pour toi, Aurore, c'est l'harmonie et l'épanouissement entre tes différents domaines de vie. Je trouve que c'est une belle définition singulière. Alors, je vais vous partager, on arrive à la fin, je vais vous partager 16 clés de succès des entrepreneurs multipotentiels que j'ai interviewés dans mon livre. Donc, différentes phrases qui sont les clés en fait des interviews que j'ai beaucoup aimées. Alors, la première phrase d'Alexandra qui disait « J'ai une supervision globale détail. J'ai la capacité à zoomer avant, arrière et voir mes projets dans leur globalité. Et quand c'est nécessaire, de rentrer dans les détails. » Donc ça, ce côté zoom des zooms, c'est quelque chose qui est très présent. Je l'ai encore entendu hier dans une conférence de quelqu'un qui bosse aussi sur un multi qui s'appelle Johan et qui a fait un podcast avec une entrepreneuse qui faisait la métaphore, qui disait que les multipotentiels, c'était des poulpes et qu'en fait, il y avait des comparaisons au-delà du caméléon. Le poulpe était encore une métaphore animalière encore plus pertinente par rapport aux multipotentiels. Et effectivement, ce côté à zoomer, dézoomer, c'est quelque chose de très, très présent. Donc Thierry, tu nous confies qu'effectivement, ça perturbe l'environnement professionnel. Effectivement, parce que surtout quand on est managé, je ne sais pas si c'est ton expérience, mais quand on a un manager qui est censé avoir cette capacité de vision globale et de manager les projets et les équipes, quand quelqu'un justement se met en méta, en hauteur, du coup, quelque part, il y a un alignement et le manager peut se sentir en danger, se sentir à un moment donné illégitime. Bon. Alors, Bassem m'a dit aussi, c'était la toute première personne que j'ai interviewée, Bassem Rostom, c'est un de mes clients pour qui j'ai le plus d'affection, qui en fait, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que graphiste à l'époque. Et donc, il m'a dit apprendre vite et beaucoup dans un domaine, j'appelle ça le high. Le high, voilà. Donc, il donnait la métaphore du surf où, en fait, quand on est en haut de la vague, tout en haut de la vague, c'est-à-dire quand on prend la vague, on est dans l'apprentissage rapide et performant, et même si c'est complexe. Et puis, quand on est en haut de la vague, c'est éphémère parce que c'est le high, on pourrait dire aussi le climax. Et puis après, la vague retombe et puis on prépare le nouveau rouleau, quoi. Ok, Aurore, pour ton message. Camille a dit j'alchimise mes compétences. Ça, j'ai beaucoup aimé cette idée de l'alchimie, de la métaphore de l'alchimie pour exprimer la multipotentialité. Cécile nous dit si un multipotentiel veut s'éclater dans son projet d'entrepreneur, il doit explorer ce qui lui fait peur.
pour exploiter sa créativité. Alors ça, je trouvais ça génial, c'est-à-dire que, tel que je l'ai compris, comme nous avons pour talent notamment la créativité, eh bien, ce n'est pas grave hein, d'aller là où on a peur, parce que de toute façon, même si on échoue, on va faire preuve de créativité. Et si on réussit, et on va faire preuve de créativité aussi. Donc ça, j'aimais beaucoup. Donc il faut foncer, voilà, entreprendre. Et oui, comme tu dis Thierry, sans défi, sans peur, pas de plaisir, peu de plaisir. Ouais. Cédric, qui me confiait: «Je me forme en permanence, je dois investir entre 5 et 10 000 € de formation chaque année. Je suis un boulimique de l'apprentissage». Christelle qui dit: «Il faut persévérer un minimum et ne pas abandonner tout de suite, juste pour voir si la sensation du stop se confirme dans le temps». Alors ça, j'aimais bien. C'est-à-dire que comme en fait, quand on est multi, on a, cette propension à en fait, arrêter, avorter des projets, arrêter des choses parce qu'on s'ennuie, ou parce qu'on est appelé par un autre projet. Christelle nous invite, à persévérer et aussi, disait sentir un peu dans le corps ce que ça fait. Parce que, c'est difficile de jauger en fait à quel moment vraiment il faut dire stop, voilà. Et là, je pense qu'écouter son corps, ça peut être un bon indicateur, pour justement dire, vraiment stop. Dans mon livre, en fait, je parle pas mal de ça, et notamment l'anecdote, d'un chercheur d'or aux États-Unis il y a pas mal d'années et pas mal de décennies, où en fait, on lui avait dit qu'il y avait de l'or, donc il a investi tout son argent, il a fait travailler, des gens et dans les mines et tout ça et cetera et un jour, il abandonne. Bon et un entrepreneur passe derrière lui et lui rachète tout. Donc, il rachète toute la mine, etc., pour un petit prix. Et quelque chose comme 2 semaines plus tard, en grattant un tout petit peu plus, eh bien, le deuxième entrepreneur est tombé sur une mine d'or, au sens propre comme au sens figuré, et est devenu richissime. Donc, des fois, c'est ce que je dis souvent, la détermination, c'est vraiment un facteur de succès parce que si vous patientez un petit peu, c'est peut-être derrière le 4e ou le 5e échec que vous allez rencontrer votre plus grand succès. Et de toute façon, statistiquement, tous les entrepreneurs qui ont connu un énorme succès ont toujours connu ce succès après un échec cuisant. Regardez l'auteur de Harry Potter, regardez en fait, aussi, l'histoire de Steve Jobs, regardez le parcours de Gandhi, etc. etc. Christian disait: «Ose avoir le courage de ta folie». Ça, je trouvais ça très poétique. Ose avoir le courage de ta folie. Thierry nous dit: je n'arrête quasi rien, je temporise. C'est que ça n'est pas le bon moment pour moi. Ouais, parfois c'est 5 ans plus tard. Ouais, c'est génial. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je dis ça à mes enfants. C'est-à-dire que en fait, on fait du et pas du ou. Donc effectivement, tu fais le choix de ne pas faire le choix et donc je fais le choix de tout embrasser, mais dans une temporalité, différente par projet. Mmh. Floriane disait: «J'arrive à m'adapter souvent au process, aux personnes, aux situations et en tant que multipotentiel, je bénéficie d'une grande adaptabilité». Donc ça, c'est vraiment un sujet qui revient à l'adaptabilité. On revient sur la folie avec Isabelle qui dit: «Plus un projet vous paraît fou, plus il faut y aller». Témoignage aussi de Javier, qui est un entrepreneur espagnol et qui a dit, j'ai trouvé ça très émouvant: «Ne jamais désespérer. Parfois, lorsque vous avez de nombreux intérêts, vous pouvez avoir l'impression de ne pouvoir vous concentrer sur rien. Vous pouvez arriver à un moment de votre vie où vous vous demandez: "Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cela en vaut la peine? Ne vaudrait-il pas mieux se spécialiser sur quelque chose plutôt que de connaître un peu de beaucoup de choses?" Sur le plan professionnel, d'autres personnes ont beaucoup de succès dans leur carrière et je suis à un niveau inférieur que je pense devoir atteindre. Mais après de nombreuses années, j'en suis arrivé à la conclusion que ce qui compte, c'est ce qui vous fait vous sentir bien. Je pourrais occuper un meilleur poste,
être un expert en physique nucléaire, mais il me manquerait toutes les autres choses. Il me manquerait toutes les autres choses. Et j'ai trouvé ça très émouvant. En fin de compte, lorsque vous ouvrez de nombreuses portes, vous finissez par trouver ce qui vous convient le mieux. Si vous n'en ouvrez qu'une seule, vous serez peut-être en sécurité, à l'aise, mais vous ne saurez jamais ce qu'il y a derrière toutes les autres portes. Alors, Thierry nous dit: quand je m'interroge, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Excellent. Donc, c'est pas de vous, Thierry, mais c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Oriane nous dit: j'ai la capacité de transférer une compétence dans un autre domaine. C'est Oriane Savouré-Lucas, petit clin d'œil. Je l'embrasse, qui est une super nana, qui a un podcast qui s'appelle Avez-vous choisi, que j'adore et qui est une super coach. Et elle cartonne avec son podcast et donc je l'ai interviewée pour le livre, elle m'a interviewé pour son podcast et elle disait que voilà, elle a la capacité de transférer une compétence dans un autre domaine, dans un autre environnement et qu'elle appelle ça la transférabilité de compétences. Alors j'ai trouvé ça génial, la transférabilité de compétences. D'ailleurs, c'est le propre du consultant, je pense. Sandra nous dit: tout le monde croit que je n'exploite pas mes expériences cumulées et c'est frustrant pour les autres, mais moi, je sais que j'exploite ça, mais pas d'une façon normale. Ça, c'est intéressant. Effectivement, on peut créer la frustration chez les spécialistes. Par exemple, quand on est enfant, qu'on grandit, si on a des parents spécialistes, c'est hyper frustrant pour eux de se dire: ah là là, mais c'est pas vrai, tu as fait bac plus 5 dans tel domaine, alors que tu décides de faire un métier totalement différent, tu n'exploites pas tout ce que tu as appris. Et en fait, c'est une énorme erreur. Sylvain, qui nous dit: je n'ai pas peur de quitter des choses, j'aime prendre des risques. Alors Sylvain qui m'avait beaucoup de relations amicales et Sylvain qui est naturopathe, et quand je l'ai rencontré au restaurant la première fois, il m'avait déplié un papier en fait qui est un tableau Excel et je lui dis: mais c'est quoi ça? Il dit: mais en fait tu m'as dit qu'on parlerait de qui je suis et ce que je fais. Et en fait, il m'a dit: bah, maintenant, moi, j'ai fait ça parce que c'est trop compliqué et on n'a pas le temps quand je rencontre des gens. Et en fait, il avait fait un tableau Excel, j'ai trouvé ça génial, où Sylvain, en fait, mettait la liste de tous les sports qu'il a pratiqués, tous les instruments de musique qu'il a pratiqués, tous les métiers qu'il a fait, tous les livres qu'il a lus, tous les événements extraordinaires qu'il a vécus, etc. Donc, il avait appris en fait à jouer plusieurs dizaines d'instruments de musique. Il a pratiqué une quinzaine de métiers. Enfin, c'était vraiment incroyable. Alors qu'il a à peu près mon âge, j'aurai la bonne quarantaine. Et enfin, Yasmine, qui est une entrepreneure, artiste, one-woman show, plasticienne et qui vit en Suisse et qui m'a dit: le fait de me projeter me permet de me connecter à ce que je fais et je le fais dans tous les sens. Et j'appelle ça l'archiborescence. Et donc, elle riait beaucoup en disant ça. Donc, l'archiborescence, j'ai trouvé ça génial. Alors, pour conclure, et demain, en avant, comme dit ce film de Pixar, je vous conseille la lecture du livre de Barbara Sher, Refuse to choose, use all of your interests, passions and hobbies to create the life and career of your dreams. Qui est un livre vraiment passionnant sur la multipotentialité. Je vous invite aussi à lire le podcast, à aller voir le site web et le podcast de Cameo, donc avec la lettre K, MEO. Donc, c'est 3 multis qui ont fait un podcast génial. Et en plus, ils viennent de sortir un livre, un espèce de livre blanc sur tous les outils qu'on peut utiliser quand on est multi. Ce sera très complémentaire avec mon livre. Et donc, vous pouvez l'acheter, je crois, pour une vingtaine d'euros. C'est vraiment excellent. Donc, bien sûr, je vous invite à me suivre sur Facebook, sur mon profil et sur ma page, également sur LinkedIn, où je parle régulièrement de la sortie du livre. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis coach spécialisé en émergence des talents et j'accompagne maintenant aussi les profils multipotentiels à trouver leur place. Donc, à bon entendeur.
Et enfin, j'ai lancé en septembre 2 groupes de co-développement professionnel, parce que je suis formé au co-développement. Donc, c'est la saison 1. Donc, j'ai un groupe de codev en présentiel et un groupe de codev en distanciel. Et donc, l'idée, c'est de s'entraider entre multipotentiels pour aborder des problématiques, des projets, des préoccupations. Et donc, les 2 groupes sont opérationnels, entre 5 et 8 personnes dans chacun. Et je vais lancer 2 nouveaux groupes de codev pour la saison prochaine. Je vais recruter les entrepreneurs ou intrapreneurs à partir du mois de mai. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe pour connaître les modalités. Eh bien, avant de se quitter, est-ce que Thierry, tu aurais un dernier témoignage ou une question? Non, c'est très clair. J'ai découvert la multipotentialité grâce à Estelle Floja il y a quelques semaines. On D'accord. conversait, je voyais passer ses posts sur LinkedIn et il m'inspirait, je répondais, alors que je réponds quasiment à aucun post. Et ça, on s'est mis à discuter à distance. Et un jour, elle m'a envoyé le lien vers ton intervention d'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai découvert le terme de multipotentialité. Donc, c'est très récent, ça date de quelques jours. Donc, tu imagines bien que je suis allé fouiller tout ce que j'ai pu. Des gens qui m'ont déjà… j'ai reçu un livre hier de la FNAC par un ami qui m'a envoyé un bouquin. Et ça a changé clairement ma vision parce que je suis en phase d'évolution professionnelle forte. Je vais changer de statut dans 18 mois et puis bon, enfin, je bouge souvent de toute façon. Et je me suis dit, mais… c'était une révélation que j'ai encore un peu de mal à intégrer, c'est de me dire, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et ça m'a obligé à me réinventer parce que j'étais en difficulté de me dire, mais dans quoi je vais aller? Je trouve ma place nulle part. Véritablement, ce qu'on a évoqué là. Et, alors qu'en fait, il y a plein de choses que je peux faire, mais j'ai du mal à y trouver ma place, à m'y faire reconnaître parce que je ne suis pas expert et qu'effectivement, je travaille dans des domaines extrêmement variés. Et cette nuit, entre 3h et 5h du matin, j'ai inventé un concept, j'ai refait mon CV, j'ai refait ma présentation, j'ai inventé ce que j'avais envie d'être demain. Voilà, donc oui, Excellent. ça me parle parce que je me retrouve vraiment dans beaucoup de ce qui a été évoqué. Et effectivement, ce n'est pas simple au quotidien et dans l'environnement professionnel et même dans l'environnement relationnel à l'extérieur. C'est compliqué. J'espère que cette conférence t'aura donné quelques clés et donné envie d'avancer sur le sujet. Je suis resté jusqu'à la fin, c'est un bon signe. Ça marche. Donc, merci à toi. Merci à toi. Ouais, merci Thierry. Et puis, un petit clin d'œil à Estelle, qui fait partie justement d'un de mes groupes de codev multi et qui est effectivement une amie et on se suit depuis quelques années. Eh bien, merci pour votre présence et puis merci à vous qui avez écouté cette conférence en replay. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures entre multipotentiels. Merci Aurore. Belle journée à vous. Au revoir.